Il existe des vérités que nous percevons longtemps avant de pouvoir les verbaliser. Nous sentons au sein de notre corps que quelque chose cloche, une tension diffuse, une fatigue profonde, un écart subtil entre ce que nous vivons et ce que nous sommes censés accepter comme normal. Cet épisode naît de cet endroit-là, du léger décalage entre la réalité ressentie du vivant et la version industrialisée que propose le système. Comme nous l'avons vu dans mon épisode précédent, le système ne cherche pas notre disparition. Il a besoin de nous, mais dans une forme particulière, une forme docile, prévisible, fonctionnelle, calibrée pour nourrir ses propres besoins de croissance. Homo economicus, cette vision minorée de l'humain, est utile tant qu'il reste enfermé dans cette faille égotique. Peur du manque, besoin de reconnaissance, fuite du vide intérieur, confusion émotionnelle. Et comme je l'ai déjà expliqué, le système maîtrise parfaitement l'art de tirer sur ces fils-là. Pour maintenir cette architecture de dépendance, il lui faut un alibi moral, puissant, indiscutable et sacralisé. Cet alibi s'appelle la santé. La médecine est l'alibi d'une société pathogène, affirmait Ivan Illich, penseur et critique social austro-mexicain, auteur du célèbre ouvrage Némésis médicale, l'expropriation de la santé, en 1975. Cet épisode explore ce que signifie une telle phrase lorsque l'on ose enfin regarder le vivant et l'humain avec les yeux ouverts. Pourquoi pouvons-nous dire qu'il existe un retournement du sens quand nous voyons que la santé devient un produit ? Regardons ensemble. Nous vivons dans une époque où la santé n'est plus l'expression d'un organisme vivant en équilibre avec lui-même et avec son milieu. Aujourd'hui, la santé se mesure en chiffres, non en vitalité. Elle se traite en protocole, non en individu. Elle s'administre comme une infrastructure, non comme une relation. La santé est devenue un indicateur économique, un marché, une industrie, un argument politique, un outil de contrôle social et un espace d'ingénierie de comportement. Cette transformation n'est pas accidentelle. Elle est la conséquence directe d'une société qui produit elle-même la maladie par l'épuisement, le stress chronique, l'isolement émotionnel, la surcharge cognitive, les toxiques environnementaux. Puis, délègue la gestion de ces symptômes à un appareil conçu pour réparer rapidement et uniformément ce que le système a lui-même contribué à abîmer. La médecine devient ainsi l'écran protecteur d'un mensonge structurel. Si vous êtes mal, ce n'est pas la société, c'est vous. Et la médecine est là pour vous sauver. Elle nous rend malades, puis se présente comme le remède. C'est cela l'alibi. Pour comprendre d'où vient cette dérive, il nous faut étudier la généalogie de la médecine industrielle. Les systèmes ne surgissent jamais du néant. Ils s'installent lentement, par sédimentation de décisions, de croyances, d'intérêts, jusqu'à devenir l'arrière-plan invisible de nos vies. La médecine moderne n'a rien d'un accident de l'histoire. Elle résulte d'une convergence profonde entre science, industrie, pouvoir économique et ingénierie sociale. Pour comprendre le contrôle actuel et sa capacité à maintenir Homo economicus dans une dépendance rassurante, il faut remonter le fil de sa construction. À la fin du XIXe siècle, la médecine bascule du côté du laboratoire. Le microbe, la chimie, les premières machines d'imagerie transforment radicalement la manière de penser le corps. Là où on y voyait autrefois un organisme vivant inscrit dans son milieu, on commence à voir un assemblage de mécanismes réparables. Ce tournant technicien est fascinant, il est réel, il est puissant, il est fertile, mais il ouvre la voie à un glissement silencieux.
Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Le vivant se retrouve réduit à ce que la machine peut détecter. L'humain devient lisible, certes, mais seulement dans ce qu'il a de moins vivant, sa matière. C'est dans ce contexte que surgit un autre mouvement, moins visible, mais décisif. L'intervention massive de la philanthropie industrielle, notamment celle de la famille Rockefeller. Au début du XXe siècle, l'industrie pétrolière cherche des débouchés. La chimie, issue du pétrole, ouvre un univers de nouvelles molécules, mais il lui faut un marché stable, massif, durable. La médecine devient le terrain idéal. La Fondation Rockefeller finance alors massivement les écoles de médecine, les laboratoires, les hôpitaux universitaires. Mais cette générosité n'est pas neutre. Elle impose un remodelage total du paysage médical. Le rapport Flexner, en 1910, financé par Rockefeller et Carnegie, devient l'instrument de cette reconstruction avec la fermeture des écoles de médecine traditionnelle, la marginalisation des savoirs populaires, énergétiques et herboristes, la centralisation de l'enseignement autour de la biologie, de la chimie et de la pharmacologie. Le rapport Flexner prône également l'uniformisation des cursus pour créer un modèle unique de médecin. C'est un coup de tonnerre silencieux. La santé cesse d'être un art du vivant pour devenir une science du dysfonctionnement. L'industrie fournit désormais la matière première, les molécules, la philanthropie fournit la légitimité, l'université fournit le cadre et la médecine devient le marché. À partir de là, la plupart des médicaments proviennent des mêmes chaînes chimiques que les dérivés du pétrole. Et ce n'est pas un détail technique, c'est une orientation de la civilisation. La santé entre dans l'ère de la pétrochimie. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-providence construisent des systèmes de santé massifs. Alors sur le papier, c'est un progrès immense. Mais dans les faits, la santé devient une infrastructure industrielle. Pour gérer des millions de patients, il faut standardiser, codifier, optimiser, classer les maladies et rendre les patients interchangeables. Mais le vivant gêne car il ralentit, il résiste et il complexifie. Alors on le réduit. La médecine cesse d'être une relation et elle devient un processus. Diagnostic, protocole, molécules, surveillance, conformité. On n'écoute plus, on applique. On ne cherche plus le sens, on normalise. L'humain est désormais ajusté pour correspondre au protocole, et non l'inverse. Fin 20e, début 21e siècle, la médecine fusionne avec la statistique, la pharmacologie, l'assurance et la biopolitique. L'objectif n'est plus seulement de soigner, mais de réguler les comportements de santé. La médecine devient une technologie de gestion du risque humain. Il faut prévenir certains comportements et en encourager d'autres. Maintenir les individus dans une zone de sécurité, compatible avec le modèle économique dominant, produire l'illusion d'une protection indispensable et surtout entretenir une peur diffuse de l'autonomie. Car un humain en bonne santé, connecté à son corps, souverain dans son discernement, est beaucoup plus difficile à gouverner qu'un individu inquiet, dépendant des institutions, conditionné à remettre sa vie entre les mains de protocoles standardisés. Chaque fois qu'un nouveau système cherche à s'imposer, il commence par éliminer tout ce qui lui rappelle une autre manière d'être au monde. La médecine industrielle, née de la convergence entre la science technicienne et l'industrie pétrochimique, n'a pas fait exception. Pour devenir hégémonique, elle devait faire disparaître ce qui constituait, pendant des millénaires, la première source de santé des peuples, les médecines naturelles, ancestrales, populaires, holistiques, liées au vivant. Non pas parce qu'elles étaient inefficaces, mais parce qu'elles étaient peu coûteuses, non brevetables, adaptées aux contextes locaux, transmises librement et incompatibles avec l'idée d'un marché rendant captifs les malades. Ce qu'elles soignaient en premier, c'était la relation au corps, à la terre, à l'émotion, à l'esprit, tout ce que la médecine moderne ne sait pas mesurer
et donc ne peut pas intégrer. Alors, un narratif s'est installé, c'est-à-dire une lente opération de dénigrement méthodique et précise. Les médecines du vivant sont devenues irrationnelles, primitives, superstitieuses, dangereuses, charlatanesques, insuffisantes et non scientifiques. On a fait croire qu'il fallait protéger le public de ses propres traditions. Et cette prétendue protection a servi à désarmer le peuple de ses outils de santé les plus anciens. Le rapport Flexner ne se contentait pas de restructurer les études médicales. Il opérait une véritable purge culturelle par la fermeture des herboristeries, la marginalisation des pratiques vitalistes, l'élimination des approches énergétiques et vibratoires, la disparition des médecins de terrain et l'invalidation des pratiques féminines transgénérationnelles, les sages-femmes, les rituels, les soins du cycle, les accouchements non médicalisés, etc. Ces pratiques n'étaient pas archaïques, elles étaient indépendantes. Et c'est cette indépendance que le système ne pouvait pas tolérer. Car le vivant est incontrôlable. Le vivant ne se standardise pas, il ne se vend pas, il ne se met pas en protocole. Et il n'a pas besoin de justification. Il échappe au modèle statistique et ne se laisse pas capturer par la logique industrielle. Les médecines du vivant sont par nature conviviales, au sens d'Illich, c'est-à-dire qu'elles renforcent l'autonomie, la singularité, la capacité à sentir, à ajuster, à s'auto-réguler. Elles donnent du pouvoir aux individus. La médecine industrielle donne du pouvoir aux institutions. Il fallait donc que l'une remplace l'autre. Pour éliminer les médecines vivantes, il fallait créer un réflexe. Sans la médecine officielle, vous mourrez. Alors le système a tissé un imaginaire entier autour du risque. Le risque de ne pas être pris en charge, le risque de se tromper, le risque d'être victime de charlatans, le risque de perdre du temps et le risque de ne pas être normal. Ce climat de peur a permis de faire passer la médecine industrielle pour la seule voie légitime. Parce qu'un individu effrayé est beaucoup plus facilement gouvernable qu'un individu relié à son corps, à son instinct, à son milieu. En 3 générations, l'humanité occidentale a été privée de ses herbes, de ses rituels, de ses cycles, de ses pratiques de régulation émotionnelle, de ses connaissances de terrain, de son lien avec le sensible et de la dimension spirituelle de la santé. Nous sommes devenus étrangers à notre corps. Et cette étrangeté a fait de nous des consommateurs parfaits. Nous voyons déjà qu'il existe 2 manières opposées de penser l'humain. Ivan Illich introduit un concept essentiel, la convivialité. Pour lui, la société conviviale est une société où l'humain n'est pas écrasé par ses outils, mais soutenu par eux. Une société où l'outil amplifie la capacité naturelle du vivant à s'adapter, à apprendre, à comprendre et à coopérer avec le vivant. La convivialité est un principe du vivant car elle respecte la singularité. Elle s'appuie sur le contexte, elle écoute le rythme et elle ne force pas, elle accompagne. À l'opposé, la médecine moderne a choisi la non-convivialité, c'est-à-dire la robustesse mécaniste. Une robustesse d'ingénieur qui vise la répétabilité, l'uniformité, la prédictibilité, le contrôle du risque, la minimisation de la variabilité humaine. Dans l'ingénierie, la robustesse est ce qui résiste à la variation. La médecine industrielle a confondu les deux. Elle a cherché à rendre les humains standardisés afin que les protocoles puissent fonctionner. Elle a voulu une physiologie sans surprise, un comportement sans excès, une réponse thérapeutique calculable. Là où le vivant se nourrit de diversité, la médecine moderne vise la convergence vers l'identique et la normalisation. C'est une erreur ontologique. C'est ainsi que s'installe le mensonge le plus profond du système, l'idée que les institutions médicales veulent notre bien. Elles veulent notre bon fonctionnement, ce qui n'est pas la même chose. Le système veut que nous soyons productifs. Il veut que nous ne soyons pas trop souffrants, mais pas trop libres non plus. Il veut que nous soyons assez soignés pour travailler, mais pas assez pour nous émanciper et cesser de consommer. Il veut que nous croyions que nous avons besoin de lui,
et que nous ayons peur de tomber malade sans son intervention. La gratuité des soins sert alors le vecteur émotionnel puissant. Un cadeau apparent qui crée une dette implicite. Le patient devient le produit d'un marché invisible, celui qui échange sa vitalité et devient cobaye, contre un sentiment de sécurité. Il faut être honnête. Sans la gratuité ou le remboursement massif des soins, une grande partie d'entre nous n'aurait tout simplement pas accès à la médecine moderne. Les traitements sont devenus hors de prix, les technologies ultra sophistiquées, les consultations spécialisées inaccessibles sans soutien collectif. Pour beaucoup, c'est littéralement une question de survie. Mais c'est précisément là que se cache l'ambivalence. Ce dispositif indispensable dans notre réalité actuelle sert aussi de voile, masquant le fait que l'immense majorité de nos maladies sont produites par le système lui-même. Une société qui génère du stress chronique, des rythmes artificiels contraires à la biologie, des environnements toxiques, une alimentation dévitalisée, une sédentarité forcée, une fragmentation émotionnelle constante, une surcharge cognitive, un isolement social, ne peut qu'engendrer des corps et des esprits affaiblis. Ensuite, la même société nous offre généreusement l'accès aux soins pour réparer les dégâts qu'elle a provoqués. C'est la définition même d'un système pathogène qui s'auto-entretient. Et tant que les soins sont financés sans que l'on questionne l'origine des maladies, la roue continue de tourner. La gratuité devient alors un alibi structurel. Regardez, nous prenons soin de vous, alors même que le mal provient de l'organisation même de la vie collective. Si l'on respectait les rythmes naturels du corps, les cycles de repos, d'effort et de récupération, l'alimentation proche de la terre, la régulation émotionnelle, le lien social enraciné, la respiration, la lenteur, la sensorialité, les dépenses de santé chuteraient naturellement. Le corps n'est pas fragile par essence, il est rendu fragile par un mode de vie qui nie sa nature. L'exemple de la Chine ancestrale l'illustre avec une clarté éclatante. Le médecin était payé pour maintenir la personne en bonne santé. Si le patient tombait malade, le médecin n'était plus payé. Il perdait en crédibilité, en honneur et en revenus. Autrement dit, la médecine était alignée avec la vitalité. Le diagnostic portait non pas sur la maladie, mais sur les déséquilibres subtilement perceptibles avant qu'ils ne deviennent des pathologies. Cette logique renverse complètement celle de notre système moderne, où on rémunère la maladie, on valorise le traitement, on amplifie la dépendance, on délaisse la prévention réelle, celle qui implique des changements de mode de vie, et on confond santé et gestion de dégâts. Nous ne pouvons pas cracher dans la soupe. La gratuité des soins sauve des vies, et elle continuera d'être indispensable tant que notre société restera organisée comme elle l'est. Mais nous pouvons et devons garder une gratitude lucide, c'est-à-dire reconnaître ce soutien tout en comprenant qu'il n'est pas synonyme de bienveillance structurelle, mais de gestion d'une fragilité qu'on produit en amont. La vraie baisse des coûts de santé ne viendra jamais des nouvelles technologies, des protocoles ou de la médecine algorithmique. Elle viendra d'un retour au vivant, d'une réhabilitation du corps, d'une société qui cesse d'épuiser l'humain pour ensuite le réparer. Sortir de cette logique n'est pas un appel à rejeter la médecine moderne. Cette médecine est indispensable en situation d'urgence. Elle est brillante pour réparer les corps traumatisés, sauver des vies, stabiliser l'aigu. Il ne s'agit pas de détruire, mais de relocaliser la place de la médecine. Pour sortir de la dépendance émotionnelle au système médical, Homo economicus doit reprendre la maîtrise de son terrain intérieur. On l'entend partout, la médecine de demain sera plus performante, plus rapide, plus personnalisée. Mais ce discours est un mirage. Ce qui arrive n'est plus de la médecine, mais une ingénierie sanitaire algorithmique pilotée non pas par le vivant, mais par l'extraction massive de données et l'optimisation froide d'indicateurs économiques. La médecine de demain ne sera pas plus humaine, elle sera plus standardisée, plus protocolaire, plus prévisible et paradoxalement encore plus éloignée du vivant, puisque les professionnels de santé qui sont encore aujourd'hui le garde-fou humain de cette médecine industrielle
sont amenés à être remplacés par plus d'IA, plus de robotique. Ce glissement est subtil. On commence par automatiser pour aider. Puis, on optimise pour sécuriser. Puis, on délègue aux robots pour fiabiliser. Et l'humain finit déclassé, réduit au rôle d'intermédiaire d'un système qui ne pense qu'en termes de risque, de normes ISO, de coûts et de conformité statistique. Ce n'est pas une dérive accidentelle, c'est un mouvement structurel, déjà à l'œuvre dans toutes les institutions industrielles, éducation, travail, sécurité, alimentation, qui se referme lentement comme une tenaille sur les dernières marges d'autonomie humaine. Cette pression, je la sens de plus en plus présente dans mon cabinet par les institutions de santé qui cherchent à tout prix à normaliser et standardiser les pratiques. La santé n'est plus une relation, c'est un flux de données. Le patient n'est plus un être vivant, mais une variable à optimiser selon des codes. Le soin n'est plus une présence, mais un acte chiffré. Et on nous demande de le transformer en protocole reproductible, quel que soit le praticien. Il faut nommer cela clairement. Ce n'est pas l'avenir de la médecine, c'est sa disparition en tant qu'art sous un vernis technologique. Au bout de cette logique se trouve un horizon, le transhumanisme, présenté comme l'aboutissement de la médecine, alors qu'il en constitue l'antithèse totale. Un monde où l'humain devient, comme une simple voiture, une plateforme biologique sur laquelle on installe des améliorations. C'est la victoire complète d'Homo economicus sur l'humain vivant. Et tant qu'Homo economicus reste décentré, dépendant, égaré dans ses peurs, il adhère presque volontiers à cette nouvelle gestion algorithmique de sa santé. Il manque aujourd'hui une médecine du vivant, non pas opposée à la médecine d'urgence, mais complémentaire. Une médecine qui remet le corps au centre, qui comprend les mécanismes systémiques du stress, de l'environnement, des émotions. Une médecine qui travaille avec la sensibilité, la régulation nerveuse, l'hygiène intérieure, et qui considère chaque individu comme un écosystème unique. Une médecine qui réintègre la sagesse ancestrale, l'intelligence somatique et l'observation fine de la nature. Cette médecine n'a rien de naïf. Elle est profondément moderne, informée, rigoureuse, mais non industrielle. Une médecine qui renforce la souveraineté des personnes plutôt que leur dépendance aux institutions. Ce n'est pas une médecine du contrôle, c'est une médecine des capacités intérieures. Ce n'est pas une médecine de la norme, mais une médecine de la relation. Ce n'est pas une médecine de la peur, mais celle de la responsabilité en soi. La santé n'est pas un service, c'est une vibration de cohérence. Et tant que cette cohérence n'est pas restaurée, le système algorithmique paraît rassurant alors qu'il nous mène vers l'obsolescence intérieure. Et pour retrouver cette vibration de cohérence qu'est la santé, l'humain doit faire cette bascule fondamentale dont Libre Essence parle, redevenir un être qui vit au centre de lui-même, en lien avec le monde, et non un être décentré qui s'identifie au monde qu'il voit, en oubliant qui il est. Cela lui demande de réguler son système nerveux, de réhabiter son corps, qui n'est pas qu'un simple outil, de se désintoxiquer de ses peurs, d'apaiser son ego blessé, de reprendre contact avec sa souveraineté intérieure, de ne plus confondre sécurité et domestication, de redevenir créateur de son mode de vie, et surtout d'apprendre à discerner les narratifs qui exploitent la fragilité humaine. Libre Essence est une médecine préventive de la souveraineté, un espace de reconnexion, de lucidité, de déconditionnement qui prépare l'humain à rester vivant dans un monde qui devient de plus en plus artificiel.